Bonjour à tous, bienvenue sur L'étoffe d'un chef, ma chaîne d'histoire politique du XXe siècle. Sur cette chaîne, je dresse des portraits d'hommes d'État. On a fait Kadhafi, Saddam Hussein, Ben Gourion, Hassan II et bien d'autres. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme de l'ombre, un homme taciturne, un nom qui nous évoque un pouvoir sans visage. En cette année 1928, le président portugais Oscar Carmona appelle un professeur d'université pour remédier aux finances du Portugal. Il semble que le général président ait fait un pari. Se pourrait-il que ce professeur silencieux, au regard impersonnel, à la voix ennuyeuse et qui semble toujours rendu au chevet de sa mère malade, se pourrait-il que Antonio de Oliveira Salazar ait l'étoffe d'un chef? Les dictateurs sont des hommes qui émergent dans une situation de crise. Et sans surprise, le Portugal des années 1910 et 1920 est typiquement un pays en crise. C'est une crise qui est due à l'avènement d'une république en 1910. Cette première république portugaise, qui n'a duré que 16 ans, est une faillite complète. Alors pourquoi je dis que c'est une faillite complète? D'abord parce qu'il y a eu des lois anticléricales qui ont abouti à la destruction de l'éducation chrétienne et à la confiscation des biens des congrégations. Et ce dans un pays dont la population, rappelons-le, est largement catholique. Et donc forcément ça rompt un lien puissant entre le pouvoir et la base. Ensuite, le pays est entré tête baissée dans la Première Guerre mondiale et les privations de guerre ont été absolument dramatiques, causant plusieurs dizaines de milliers de morts de faim. Mais la guerre, c'est pas de leur faute aux républicains, ils l'ont pas choisi quand même. On peut pas tout leur mettre sur le dos non plus. Et bien sûr que si. Le Portugal n'avait aucune obligation d'entrer dans la Première Guerre mondiale. Il n'avait aucun intérêt à y défendre. C'est un choix des républicains en 1916 parce qu'ils voulaient alors soutenir le camp des républiques, soutenir la France. Mais ce choix politique, qui à la rigueur peut se comprendre, il a été dramatique dans les faits. Au Portugal, l'indice des prix entre 1914 et 1918 a augmenté de 200%. Comme si ça ne suffisait pas, la Première République hérite des dettes de la monarchie et en contracte de nouvelles. Des émeutes de la faim éclatent, l'inflation est galopante, les capitaux fuient. Incapable de trouver des solutions à tous ces problèmes, et devant une population qui meurt de faim littéralement, la République essaie au total 45 gouvernements, oui j'ai bien dit 45 gouvernements en l'espace de 16 ans, dont un bon nombre à l'issue de coups d'État. Ajoutez à ça l'apparition d'une armée monarchiste dans le nord du pays, la multiplication des assassinats politiques, l'explosion de la violence urbaine, 325 attentats à la bombe à Lisbonne entre 1920 et 1925, tout ça laisse dans l'esprit des Portugais une sorte de leçon. Ouais, en gros que la République c'est de la merde. De la merde, le mot est fort. En tout cas, que la République, c'est la guerre, c'est la famine, c'est la dette, c'est la persécution, c'est la violence. Il y a clairement une aspiration au retour à l'ordre, un ordre qui a été perdu au moment de 1910, en fait au moment où la monarchie a été abolie. Et c'est pour répondre à cette aspiration que le 28 mai 1926, des militaires conservateurs décident de mettre fin à cette expérience incontrôlable. Ils héritent cependant des dettes de la monarchie et de la République, et ces dettes, il va bien falloir les payer. C'est à ce moment-là qu'ils cherchent un professionnel pour remédier à cette situation financière dont dépend l'ordre du pays. Et ils vont chercher l'homme dont on va parler aujourd'hui. On ne peut rien te cacher, il se trouve qu'à l'université de Coimbra, qui est très prestigieuse au Portugal, un professeur de droit et d'économie s'est fait une très bonne réputation dans le milieu intellectuel, et c'est vers lui que les militaires se tournent. Ce professeur est intéressé par la proposition, mais exige, pour pouvoir mener à bien sa tâche, un contrôle total sur les budgets de tous les autres ministères du gouvernement portugais. Et donc on en reste là. 2 ans plus tard, la situation est toujours aussi catastrophique. Le président, qui s'appelle cette fois Oscar Carmona, décide de consulter une nouvelle fois le professeur dans sa tour d'ivoire et accepte de lui remettre les pouvoirs exceptionnels que le professeur avait demandé 2 ans auparavant. Le professeur répondra alors cette phrase célèbre: Je sais très bien ce que je veux et où je vais, mais quand sera venu pour moi le moment de donner des ordres, j'attends de mon pays qu'il m'obéisse. Oula, faut qu'il baisse d'un ton, ça reste juste un prof quand même. Il y a chez Antonio de Oliveira Salazar une autorité naturelle. Il sait ce qu'il veut
et il sait où il va. Il a un programme pour le Portugal. Dans un monde où tout est en pagaille, il semble dire « Faites-moi confiance, moi je vais restaurer l'ordre. Avec moi, l'État retrouvera sa stabilité, les dettes seront épongées, et Lisbonne redeviendra cette ville charmante qu'elle était jadis. » En fait, il a été appelé, un peu comme De Gaulle en 58, si je comprends bien. Alors, si tu veux, mais il y a quand même des différences. De Gaulle, il était déjà connu quand on l'a appelé. Ici, l'homme dont je parle est un parfait inconnu. Et surtout en France, c'était un civil, René Coty, qui appelait un général, De Gaulle. Là, c'est un général, qui se trouve être président de la République, Oscar Carmona, qui appelle un civil, le professeur Salazar. Et ça, c'est extrêmement rare. Le fait est que cet homme va tenir toutes ses promesses. La première année, il aura un budget à l'équilibre, ce qu'on n'avait pas connu depuis des décennies. En 1931, l'escudo portugais retrouve sa convertibilité en or, sur la base de 110 pour 1 livre sterling. En 1936, la dette est complètement remboursée et le Portugal devient l'un des États les plus stables de l'Europe occidentale. Donc, si je te suis, en 1926, les militaires font un coup d'État et pouf, tous les problèmes s'évanouissent comme par magie. Je n'ai évidemment jamais dit ça. Résoudre une crise politique, en pratique, cela suppose que on liquide toutes les personnes qui représentent un danger pour le nouveau pouvoir. Parce que il y a encore des révolutionnaires dans le pays, bien sûr, qui ne renoncent pas à l'idée d'une république anticléricale progressiste. Ces gens cherchent à provoquer le reviraglio, ce qu'on peut traduire par le revirement, en fait un retour à la République. Et du coup, ils provoquent des violentes émeutes urbaines pour fragiliser le nouveau régime. Et c'est ce qui se passe en février 1927. Alors, le reviraglio, c'est quoi? C'est d'abord une sorte de mutinerie qui implique des centaines de militaires républicains. Ces rebelles investissent certains quartiers de la ville de Porto et choisissent un théâtre comme quartier général. Et j'imagine que Salazar va mater tout ça proprement. Non, mais si tu fais gaffe, Salazar, il n'est pas encore au pouvoir. Hein. On est en février 1927 et Carmona ne l'appelle qu'en avril 1928. Ah, mais pourquoi on en parle alors? Parce que c'est le même régime. Salazar aurait été là que ça n'aurait rien changé. Depuis 1926, le pouvoir, avec ou sans Salazar, est conduit par des hommes qui ne veulent plus ni d'anticléricalisme, ni de démocratie, ni de désordre. Ils savaient que des républicains chercheraient à revenir, bien sûr, et donc ils voient ces émeutes comme une opportunité pour donner le coup de grâce. Un affrontement armé va donc suivre, en février 27, dans les rues de Porto, et ça va faire une centaine de morts. Ensuite, le mouvement émeutier gagne Lisbonne, et cette fois, ce ne sont pas des militaires, mais plutôt des ouvriers qui s'arment et qui se rebellent. Le résultat est le même, il y a eu une répression avec 90 morts dans les rues de la capitale. Mais en fait, quand Salazar arrive au pouvoir, le régime a déjà réprimé tous ses ennemis, ça va. En tout cas, le régime les a déjà beaucoup affaiblis. C'est vrai. La plupart des hommes dangereux ont été soit tués pendant les émeutes, soit déportés. Ils ont été déportés sur une île, l'île de Madère, dans l'Atlantique. En 1931, une révolte éclate, à nouveau, justement, à Madère, où beaucoup d'opposants sont assignés à résidence. L'île de Madère n'est pas épargnée par les effets terribles de la crise de 1929, qui se font sentir sur l'industrie bancaire, laitière et touristique de l'île. Pour réagir à cette crise, les Estado Novo avaient décidé de contrôler totalement les importations de farine dans le pays, mettant fin à la liberté du commerce des grains. Or, cette mesure met l'île de Madère dans une position très difficile, car elle se retrouve dans l'incapacité d'importer les stocks de farine dont elle a besoin. D'où la première phase de la révolte de Madère. Cette révolte est réprimée, et Salazar finit par suspendre le décret qui en était la cause. Cependant, l'île est étroitement surveillée par le régime, qui devient suspicieux à son endroit. 4 mois plus tard, les militaires républicains et les déportés sur l'île provoquent la deuxième phase de la révolte. Cette deuxième phase n'est pas une émotion populaire, mais bien une tentative de renversement du régime, puisque ces organisateurs ont tenté de provoquer un soulèvement général des îles de l'Atlantique. Après une guérilla de 7 jours, elle déboucha sur un échec. Donc voilà comment le régime a éliminé le danger démocratique. Ça me fait rire quand tu dis danger démocratique. Je sens une pointe d'ironie dans ton commentaire, alors je vais essayer d'être clair. Disons que les démocrates, ou les républicains si tu préfères, sont jugés dangereux par Salazar.
D'accord, ils sont motivés par la reconnaissance des droits politiques du peuple, mais ils demeurent malgré tout une minorité politique. Les démocrates parlent au nom du peuple, mais sans avoir le soutien du peuple. C'est pour ça qu'ils avaient fait des lois anticléricales en 1911, dans un pays à large majorité chrétienne et donc largement opposé à ces lois. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient déraciner le pouvoir des curés. Ils sont persuadés que les curés profitent de leur position pour maintenir le peuple dans l'ignorance de ses droits et dans la soumission à l'ordre. Quoi que tu penses de cette manière de voir les choses, qu'elle soit justifiable ou non, faut bien voir que les républicains démocrates se conçoivent comme une minorité agissante, une minorité éclairée qui cherche à imposer sa vision à un peuple qui est plutôt hostile en majorité à ses idées. C'est dans ce sens que Salazar voit les républicains comme un danger politique. Et c'est un danger qui sera supprimé, je l'ai dit, lors des émeutes de 1927 et de la répression de Madère en 1931. Les démocrates étant écartés, il faut se demander s'il n'existe pas un autre danger pour le régime qui vient de naître. Les communistes? Les communistes et les anarchistes, eux aussi font partie des ennemis actifs du régime. Alors il y a eu une tentative de grève générale en 1934, mais qui n'a pas fonctionné. Cette année-là, certains ouvriers communistes ou anarchistes ont tenté de s'emparer de casernes et de bâtiments officiels, comme dans la ville de Marinia Grande, où un soviet a été créé, mais le mouvement a été maté et 700 personnes ont été arrêtées. Plus tard, il y eut l'année 1936, la fameuse année 1936. Alors, 36, c'est l'année où la guerre d'Espagne éclate. Salazar soutient Franco, j'imagine. Salazar, ce qu'il veut, c'est que le conflit ne contamine pas le Portugal. Il soutient évidemment Franco, bien sûr, en lui envoyant une légion de 20 000 volontaires. Il va réprimer certaines mutineries communistes qui sont au sein de sa propre marine, parce qu'il y en a. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que le Portugal reste assez calme. Pendant que l'Espagne est littéralement en train de se vider de son sang, le Portugal est tenu d'une main de fer, par son chef. Comment est-ce qu'il fait? C'est parce que les rares personnes qui osent comploter en faveur des communistes dans ce pays sont internées dans le camp de Tarrafal. Tarrafal, c'est un camp aux conditions de vie très difficiles, au milieu de nulle part, où il est fréquent que les prisonniers contractent le paludisme ou les fièvres. Ce camp restera le haut lieu de la répression portugaise, surtout contre les communistes. En fait, ce camp sera fermé en 1954. Ah tiens, Salazar va finir par fermer Tarrafal. Mais je croyais que c'était un implacable dictateur. Mais entre-temps, il s'est passé des choses. La fin de la Seconde Guerre mondiale, le régime dictatorial portugais est suspect de ressemblance avec les régimes nazis et fascistes, des pressions populaires le harcèlent. Le 8 mai 1945, jour de liesse, les manifestants de la place du Rocio réclament à Lisbonne la fin du fascisme, comme ils disent, et ils exigent la fermeture du camp de Tarrafal. Et Salazar, il obéit? Disons qu'il prend au sérieux la situation. Visiblement, il ne veut pas qu'on l'assimile à un fascisme, et donc, le meilleur moyen pour ça, c'est de faire un geste. Voilà. C'est pour ça qu'il décide l'amnistie et la libération des prisonniers politiques en 1946, donc dès la fin de la guerre, et après que les derniers prisonniers de droit commun soient évacués, le camp de Tarrafal est fermé en 1954. Mais ça reste une dictature. Ça reste une dictature. En fait, le camp de Tarrafal sera rouvert plus tard, mais dans un autre contexte, celui des guerres coloniales. En 1911, la République avait décidé de laïciser le pays, et donc d'abattre tous les pouvoirs que possédait jusque-là l'Église portugaise. Les religieux et les jésuites sont expulsés du pays, les couvents sont fermés, les congrégations sont dépossédées de leurs biens, l'enseignement religieux est interdit, tout serment religieux est aboli, le divorce est légalisé, l'État et l'Église sont séparés, condamnant à l'exil tous les évêques qui pourraient s'y opposer. Afonso Costa, le chef de file des républicains anticléricaux, disait lui-même qu'avec les lois de 1911, en 3 générations, on pourrait éradiquer complètement le catholicisme du pays. Les catholiques sont pourtant très nombreux dans le pays. Ils représentent quasiment la totalité des Portugais des campagnes, surtout dans le nord. En revanche, l'anticléricalisme progresse dans les villes et les milieux ouvriers. Mais le pays reste majoritairement rural. Pour éviter d'avoir à subir un revers, la République prend soin
de priver les campagnes du droit de vote, de façon indirecte, en soumettant l'acquisition du droit de vote à des conditions d'éducation politique qui sont accordées généralement dans les villes. Il semble donc que l'Église soit condamnée en 1911. Mais ce que les républicains semblent avoir méjugé, c'est qu'elle reste, à cette date, une institution redoutable qui n'a pas du tout l'intention de se laisser éjecter de la vie politique sans se défendre. Certes, elle ne se bat pas avec des fusils ni des blindés, mais elle a un prestige moral considérable dans la population. Elle est donc à la recherche d'un protecteur sur lequel elle pourra s'appuyer de tout son prestige afin de se défendre contre ses assaillants. Et bien sûr, ce protecteur, c'est Antonio de Oliveira Salazar. Salazar est catholique pratiquant dans sa vie privée. Dans sa vie publique, il est avant tout un homme politique. C'est un homme qui va monnayer sa protection. Il doit expliquer aux catholiques qu'il ne peut rétablir la situation ante 1911. Il va devoir proposer un compromis aux républicains, afin d'éviter l'explosion de violence et de trouver une situation acceptable pour les deux parties. Ces tractations très lentes le conduiront à signer le Concordat de 1940 avec le Vatican. Ce concordat donne une idée du rapport de force qui existe entre les aspirations laïques du pays et la puissance ecclésiastique. D'un côté, il redonne à l'Église une personnalité juridique, il permet le retour du catéchisme dans les écoles. C'est l'Église et non l'État qui est chargé de dispenser les enseignements moraux. La morale, après tout, n'est pas une affaire d'État. Il contribue également à faire revenir les religieux en grand nombre dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les campagnes, et il cesse tout type de persécution à leur endroit, bien sûr. Et d'un autre côté, Salazar ne revient pas sur la séparation de l'Église et de l'État. Il ne mentionne pas Dieu dans la Constitution, et il autorise les parents qui le souhaitent à retirer leurs enfants du catéchisme. De même, le droit au divorce est maintenu, à condition qu'il y ait eu mariage civil entre les époux. Quant aux biens de l'Église, qui avaient été spoliés, elle ne put en récupérer qu'une petite partie, tant leur restitution risquait de mettre le feu aux poudres. Le concordat, finalement, c'est l'art du compromis. Avec Salazar, l'Église retrouve une place dans la politique portugaise, mais elle est amoindrie comparativement à ce qu'elle était avant 1911. La pauvre Église est passée tellement près de la lame qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire confiance à son protecteur. Salazar désamorce donc une question très difficile, qui a été cause de haine et de frustration opposant les Portugais des campagnes et les Portugais des villes. Ce concordat contribue à la réconciliation du pays avec lui-même et permet la sauvegarde de l'Église portugaise dans le pays de Notre-Dame de Fatima. Maintenant, le moment est venu de décrire un peu ce qu'est le régime de Salazar. En 1932, Salazar devient enfin président du Conseil des ministres, jusqu'ici il n'était que ministre des Finances, sous la présidence de Carmona toujours, et en 1933, le régime adopte une constitution, et il est baptisé du nom qu'on lui donne aujourd'hui, l'Estado Novo. L'Estado Novo, ça veut dire l'État nouveau. C'est quoi en fait? L'Estado Novo peut se décrire comme une république unitaire et corporative. Ça veut dire quoi? Unitaire, ça signifie qu'il n'y a pas de parti. Les mouvements opposés à l'idéologie du régime sont généralement dissous. Le Parti communiste est dissous en 1933. Le mouvement national syndicaliste de Rolao Preto, qui est un mouvement fasciste, est dissous en 1934. Ah oui, il dissout aussi les fascistes. Oui, parce que l'Estado Novo n'est pas un État fasciste. Pas officiellement. Non, ni dans son nom, ni dans son fait. Les fascistes sont des révolutionnaires, Salazar est contre-révolutionnaire, et je te conseille d'éviter de les amalgamer parce que tu risquerais de faire des erreurs d'analyse. T'inquiète pas, on va en reparler, on va essayer de fouiller un peu pourquoi cette distinction est importante. Donc, disais-je, dissolution du Parti communiste en 1933, du mouvement fasciste en 1934, de la franc-maçonnerie en 1935, la franc-maçonnerie qui, je le rappelle, a fourni tout le personnel de la Première République, ou presque, et enfin démantèlement des mouvements anarchistes en 1937, après une anecdotique tentative d'assassinat. Les anarchistes ont voulu assassiner Salazar. Une broutille. Le dimanche 4 juillet 1937, la Buick officielle de Salazar explose, alors que Salazar venait juste de descendre de la voiture,
pendant un beau dimanche d'été. Alors personne n'a été blessé, Salazar s'est ensuite rendu à la messe comme si de rien n'était, mais je pense pas faire injure à sa piété en supposant que pendant l'homélie, il était distraitement en train de réfléchir à une méthode pour démanteler les réseaux anarchistes qui lui ont valu ce fâcheux incident. Et c'est la police de vigilance, sa police secrète très efficace et très nombreuse, qui lui permet de le faire. D'accord, bon j'ai compris. Tu as dit que l'Estado Novo était un État unitaire, ok, et corpo machin. Une corporation, c'est une organisation de travailleurs du même métier ou du même secteur, et qui peuvent défendre des intérêts, par exemple auprès des chambres de l'agriculture, des chambres de l'industrie ou du commerce, et qui se voient représenter au niveau de l'État aussi, dans une chambre corporative. Et ça s'appelle des syndicats, ça. Salazar préfère parler de corporation. Ça ressemble quand même beaucoup à des syndicats. Les corporations représentent les intérêts de la profession, tandis que les syndicats représentent des intérêts de classe. Autrement dit, les syndicats peuvent regrouper plusieurs professions et atteindre ainsi des dimensions nationales. Et bien sûr, aucun patron ne peut en devenir membre. Les syndicats sont des institutions organisées spontanément, qui souvent, à cette époque, sont traversées par des idéologies socialistes. Bah évidemment, puisqu'ils défendent les travailleurs. Après, il faut savoir, ils défendent les travailleurs ou ils ne les défendent pas. Parce que là, tu me dis qu'ils leur donnent des organes de représentation, là, les corporations, et puis derrière, il met les socialistes en prison. Je comprends pas bien. Pardon, là, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Salazar est en rivalité avec une idéologie ennemie qui s'appelle le socialisme. Le socialisme, c'est quoi? La défense des travailleurs? Pas du tout. En histoire, le socialisme, c'est une idéologie qui vise à la socialisation des biens de production. Il y a plusieurs sortes de socialistes, les communistes, les anarchistes principalement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous visent à court terme la même chose. La socialisation des biens de production. Et j'oublie toujours ce que ça veut dire ce truc. C'est l'appropriation par les travailleurs des usines, des outils, des terrains, la redistribution des bénéfices. En fait, la socialisation des biens de production, c'est le fait que le travailleur s'approprie lui-même l'entreprise et il est seul bénéficiaire de ses gains. Il n'y a plus de patron pour accumuler du capital et faire du profit. Les socialistes, à travers les syndicats qu'ils contrôlent, ils peuvent discuter avec les patrons s'ils le veulent, mais leur objectif ultime reste la fin du patronat, l'écroulement du système capitaliste, la fin de tout capital et de tout profit. Et ça va nécessiter une révolution. Violente, certainement, mais inéluctable, par laquelle la bourgeoisie sera réduite à néant. Le socialisme, ça désigne cette idéologie-là. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire ça. Non, mais c'est pas de ma faute si aujourd'hui le Parti socialiste n'est plus socialiste, au sens historique du terme. Moi, je fais de l'histoire et j'emploie le mot socialiste dans son sens originel. Salazar fait face à de véritables socialistes, qui envisagent de faire une grève générale pour provoquer une révolution, et ainsi s'emparer du pouvoir, et cela en emmenant les foules d'ouvriers mécontents de leurs conditions de travail. Salazar, lui, il n'est pas socialiste. C'est ce qu'on peut appeler un catholique social, ou un corporatiste, pour parler dans son langage. Sa doctrine, sur ces sujets, il la tire plutôt des encycliques du pape, comme Rerum Novarum, en 1891. Ces encycliques sont sociales, mais pas socialistes. Le corporatisme ne vise pas à faire s'écrouler le patronat, mais juste à faire coexister pacifiquement les patrons et les travailleurs. Capital et travail sont tous deux nécessaires, et doivent apprendre à coexister dans la paix. Les socialistes, eux, croient dans la lutte des classes, et donc la victoire future d'une classe sur l'autre. Tandis que les catholiques sociaux, eux, y désirent l'harmonie des classes. Ils n'ont rien contre le fait qu'il existe des patrons, mais ils veulent que ces patrons soient respectueux de la valeur sacrée du travail de l'ouvrier. C'est pas très original, mais c'est parce que le corporatisme de Salazar ne vise pas l'originalité. Il ne vise que la poursuite de la vie ordinaire, en fait. Donc pour Salazar, les révolutions socialistes ne servent à rien. Non, elles ne servent à rien. Et même, si on creuse dans la pensée de Salazar, c'est tout type de révolution qui ne sert à rien, qu'elle soit communiste, anarchiste, républicaine ou même fasciste. Pour les gens comme Salazar, la finalité de la politique n'est pas la révolution, mais c'est plutôt l'harmonisation de choses qui existent déjà et dont il faut corriger les excès ou les carences. Les révolutions sont des affaires d'idées, et donc d'idéologues, et donc de manipulateurs. Elles sèment toujours le chaos.
Il suffit d'évoquer la révolution de 1910 pour trouver un exemple récent dont tout le monde se souvient au Portugal. La révolution de 1910, ça a été des lois anticléricales, des prêtres expulsés, des privations de guerre, des famines, une explosion des dettes de l'État, une inflation gigantesque, des attentats à la bombe dans Lisbonne, des assassinats d'hommes politiques à répétition. Bref, un bon gros bordel qui a duré 16 ans, personne ne veut ça pour son pays, absolument personne. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que Salazar est un politique, donc si l'État est corporatiste, c'est bien sûr une manière de dépolitiser les organisations de travailleurs, qui sans cela seraient à la merci de la propagande socialiste. Les corporations, au fond, elles représentent les intérêts du secteur, d'activité concerné, mais pas des intérêts de classe. On remarque aussi qu'au Portugal, il n'y a pas de droit de grève. Mais c'est scandaleux. C'est toujours la même chose. Pour Salazar, les grèves générales cherchent à paralyser le pays pour permettre aux socialistes de s'emparer du pouvoir. Il cherche clairement à neutraliser son ennemi en le privant de son arme la plus redoutable, l'appel à la grève, qui est prémisse de la révolution avec un grand R. Voilà, cela étant dit, il reconnaît des droits aux travailleurs. Horaires décents, interdiction du travail des enfants, sécurité du travail, etc. L'Estado Novo a créé des caisses du peuple pour faciliter les emprunts à des taux bonifiés. Il a aussi des fonds d'assistance chômage. Il a fait construire des maisons économiques à loyer subventionné. L'État pratique parfois le blocage des loyers en cas d'inflation. Sur le principe, l'Estado Novo revendique une politique sociale. Ok, c'est pas un État ultralibéral, c'est ça que tu veux dire. Après, c'est vrai que ce que je dis là sur la dimension sociale de l'Estado Novo, c'est quelque chose qui concerne la métropole portugaise. On va voir que dans les colonies, les choses sont certainement beaucoup moins reluisantes. Mais on en parlera plus tard. Ces politiques ne sont peut-être pas parfaites, mais simplement je voulais dire, Salazar, il est représentatif, non pas de la pensée capitaliste, mais d'une mentalité paysanne, pauvre, rurale et catholique, parce que c'est le milieu où il a grandi. Et donc, il pense que le socialisme, en prétendant détruire le capitalisme, finira surtout par détruire le monde paysan. Un peu comme ce qui est arrivé en Ukraine, par exemple. Et il est clair que Salazar s'est assigné la mission de protéger ce monde paysan des risques de l'inflation, des dangers de la guerre, de la concurrence internationale, des coups d'État socialistes, bien sûr. Alors, sera-t-il à la hauteur de cette mission? Comment réagira-t-il quand viendra la Seconde Guerre mondiale? C'est ce que va nous apprendre le second épisode.